Chers amis, bonsoir et bienvenue pour notre sixième et malheureusement dernière séance en direct du MOOC Sorbonne Droit des entreprises, deuxième session. J'ai ce soir le plaisir d'accueillir William Kahn. Bonsoir William. Bonsoir. William qui est avocat et avocat dans de nombreux barreaux, si j'ai bien compris. En tout cas, deux principaux, Washington et New York. D'accord, donc William, pour que les participants au MOOC comprennent ce que tu fais, tu interviens en droit des affaires et en droit des affaires plutôt américain, je crois. Même exclusivement dans des domaines de droit américain, des sociétés soit acquéreuses, soit vendues, qui sont américaines, et également dans des pays anglo-saxons qui ont le même type d'approche sur le droit des sociétés, le corporate et le droit des acquisitions, et la procédure, la pratique des acquisitions de sociétés. D'accord, alors ça c'est une question dont nous allons parler ce soir, c'est la question des cessions de parts et d'actions de sociétés. Donc c'est notre premier thème dans le cadre du MOOC Sorbonne Droit des entreprises. Donc les cessions de parts et d'actions, alors le fait de t'avoir ici est assez précieux parce que nous allons pouvoir comparer un peu le droit français, le droit américain, et c'est quelque chose que l'on imagine, on se dit que si on est avocat de droit français ou juriste de droit français, eh bien on perd sa compétence dès qu'on passe la frontière. En réalité, ça n'est pas si vrai que cela, parce que lorsqu'il faut céder une entreprise, tous les droits se posent les mêmes questions, parce que toutes les économies se posent les mêmes questions. Première question que l'on peut envisager, qu'est-ce que, par exemple, le vendeur doit communiquer à l'acquéreur en termes d'information? Si l'on y réfléchit bien, d'ailleurs, une entreprise, une société que l'on vend, c'est peut-être un des objets les plus complexes que l'on puisse vendre, parce qu'on vend finalement des droits, des parts ou des actions qui donnent des droits dans une personne morale qui a un patrimoine qui peut être extrêmement complexe. Toi, William, dans ta pratique, tu interviens surtout dans des cessions de petites entreprises ou de plus grandes entreprises? Alors pour l'essentiel des entreprises petites et de taille moyenne, mais avec la particularité que généralement les acquéreurs que je représente sont des grosses sociétés. Alors c'est intéressant de noter que je travaille surtout dans le domaine des targets, donc les cibles qui sont de taille moyenne ou petite, mais c'est pas parce qu'une société est petite qu'il n'y a pas de complexité. En réalité, on peut même dire qu'il y en a plus quand la société est petite ou moyenne. Pourquoi? Parce que souvent, ces sociétés n'ont pas vraiment les moyens de mettre en place des procédures de compliance, ce qui veut dire d'observation des règles qui ont trait à leur industrie. Et donc souvent, on se retrouve dans des situations où un gros acheteur, une très grosse multinationale, rachète une société qui a toute une sorte de problème dont parfois même elle n'a pas conscience elle-même. Et ça, c'est un gros problème pour les grosses multinationales qui, elles, veulent garder un statut propre vis-à-vis des autorités et qui risqueraient d'acquérir une société qui, après 1 an ou 2 ans, se révélerait être en défaut par rapport à des obligations réglementaires, ce qui projetterait une image très négative pour la grande multinationale qui acquiert la société. Donc petit ne veut pas dire simple. D'accord, petit ne veut pas dire simple, ça veut dire que lorsqu'on procède à une acquisition, toutes les parties regardent avec attention le bien qui va être transféré. Il y a des avocats pour ceux qui vendent, pour les actionnaires par exemple qui vendent. Il y a des avocats pour la multinationale ou pour la société qui achète. Il y a des avocats sans doute pour la société cédée, ou il peut y avoir des avocats pour la société cédée. Et donc, l'information est très importante. Et vous le savez, il y a des clauses particulières qui permettent d'encadrer l'information et de tirer des conséquences de l'information. Ces clauses, alors, vous les connaissez, ce sont les garanties de passif. Garanties de passif, ce sont des choses que tu rédiges ?
Ah, bien sûr, alors je vais souvent faire des références à la pratique américaine et anglo-saxonne. Si on prend un contrat d'acquisition d'actions, je dirais que sur une soixantaine de pages qui constituent le contrat de base, sans les annexes, on a sans doute dans la pratique anglo-saxonne une bonne trentaine de pages qui n'ont trait que aux garanties d'actifs passifs, ce qu'on appelle en anglais les representations and warranties, qui sont vraiment le cœur de la transaction. Je vais devoir vous rembourser, combien je vais devoir vous payer, selon quelle procédure, et les indemnities, c'est sans doute la partie après les representations and warranties qui est la plus discutée dans un contrat de fusion-acquisition. D'accord, donc par exemple, si ça c'était votre société, ta société, tu me vends cette société, moi je suis l'acquéreur, je vais te demander un certain nombre d'informations, je vais envoyer mes conseils, on a ces fameuses data rooms qui sont de plus en plus virtuelles, c'est-à-dire que de plus en plus c'est de la transmission de données, de CD-ROM, de sites sécurisés. Toutes les données sur la société sont rendues accessibles à mes avocats. Et puis, on va prévoir une clause qui nous dit que, dans la soixantaine de pages que l'on pourrait envisager comme étant le contrat de cession, on va prévoir des clauses qui disent que toi, cédant, me garantis que cette société a telle et telle et telle caractéristique. Et on va prévoir aussi des clauses qui disent que moi, acquéreur, j'ai pu prendre connaissance de certains éléments. Si on négocie et que tu es en position de force, tu obtiendras peut-être que l'on dise que dans notre contrat que les éléments dont j'ai connaissance, eh bien, je ne peux plus m'en prévaloir, je ne peux pas me plaindre. On a des exemples en jurisprudence française aussi, de clauses par exemple où on dit la société a eu recours, je ne sais pas, à des contrats de travail à durée déterminée. Peut-être qu'une fois que j'aurai acheté la société, on aura un problème parce que les salariés en CDD réussiront à obtenir une requalification en CDI. William, nous avons pu évoquer les questions de garantie de passif, de rep and warranties. Voilà, je l'ai bien dit. Et nous avons des clauses qui sont un peu le contraire d'une garantie de passif. Et je voudrais qu'on en parle un peu parce qu'elles nous viennent du droit américain, de la pratique américaine. Ce sont les clauses de earn out. Ce sont des clauses que tu peux peut-être expliquer ? Ce sont des clauses qui permettent à un acheteur de se protéger sur la valorisation d'une société en séparant le prix, ou en tout cas la valorisation de la société, en deux parties. Une partie qui est payée au closing, c'est-à-dire que lorsque les actions sont échangées et que la prise de contrôle se fait, et l'autre partie qui se fera dans le temps après le closing, quand l'acheteur se retrouve à la tête de la société, et qui va dépendre tout simplement de la performance de la société elle-même, de l'entreprise, du business qu'ils ont acheté, et qui donc leur permet de se protéger parce qu'on peut un jour X trouver qu'une société a une valorisation de 15 millions, mais dans le temps, les choses paraissent moins optimistes qu'elles ne l'étaient un peu auparavant, et on va se retrouver avec une valorisation qui est réduite à 10 millions après le closing parce que la société cible n'a pas pu obtenir ou a perdu des contrats après le closing, et donc le vendeur, l'acheteur, s'il avait payé les 15 millions, aurait été lésé sur la base de valorisation que les parties avaient décidé au moment de la signature du contrat. D'accord, mais ça doit nous permettre aussi de tenir compte des résultats plus importants que la société pourrait faire. Par exemple, je vends une société qui a l'espoir de décrocher un nouveau marché ou de voir un produit, je ne sais pas, un brevet par exemple, produire des résultats mais qu'il n'a pas encore produit.
Et l'idée avec une telle clause, c'est que aujourd'hui, je vends ma société à un prix qui est un prix fixe, le prix qu'elle vaut avec certitude aujourd'hui pour ce qu'elle a réalisé. Mais si jamais elle réalise, si le brevet réalise les résultats attendus, alors eh bien, je pourrais obtenir un complément de prix. Mais c'est un peu étonnant comme système, parce que ça veut dire que je vends une société, mais je reste finalement associé d'une certaine manière. Alors oui, il y a la question qui est quelle est l'influence que le vendeur peut avoir dans la performance après le closing, après qu'il ait donné les rênes de la société, les clés de la société à l'acheteur. Alors souvent, ces clauses de earn-out ont un sens quand le fondateur, par exemple, reste dans l'entreprise parce qu'il vend, mais en même temps, il reste dans l'entreprise pour faire la transition et pour continuer à fidéliser ses clients, fidéliser le revenu, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de la société. D'accord. Donc ce sont des clauses qui sont beaucoup utilisées dans ta pratique? Oui, absolument. De plus en plus, on valorise les sociétés sur base de ce qu'on appelle l'EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Donc c'est essentiellement la marge bénéficiaire, un peu adaptée avec les intérêts qui payent sur des dettes et la fiscalité. On applique un multiple qui est parfaitement négociable, bien sûr, mais il est vrai qu'il y a des industries où le multiple est plus élevé. On peut penser à la pharmacie, Internet, les multiples sont élevés. On peut parler de 9 fois, 10 fois, 11 fois l'EBIT. Pour des affaires, des business qui sont peut-être un peu plus stables, on va chercher des multiples plus faibles. Alors, on a un EBIT, un multiple d'EBIT qu'on garde, qui fait la valorisation au moment de la signature. Donc, par exemple, on arrive à une valorisation de 15 millions, on paye au moment de la cession 10 millions, il reste 5 millions à payer, mais sur base de la performance d'EBIT. Et donc, effectivement, si après le closing, on a une performance qui est plus importante, on garde le multiple, mais évidemment, la tranche earnings, donc l'EBIT, a gonflé, et donc permet de retrouver plus que 15 millions, puisqu'ils peuvent être payés 5, 6, 7 millions après le closing. D'accord, alors là on touche à une question, et on va revenir un peu plus sur le droit français, une question importante, mais la question concerne tous les droits, c'est celle de la valorisation des parts ou des actions qui sont vendues. Parmi les vidéos de notre MOOC, il y en a une qui a subi l'altération du temps, si l'on peut dire, parce que le sujet a changé au cours de la période très récente. Ça concerne l'article 1843-4. Vous le savez, donc c'est le texte sur la détermination du prix à dire d'experts. Et il peut arriver, alors idéalement nous nous mettons d'accord sur le prix de cession, mais il peut arriver que les parties ne soient pas d'accord. Par exemple parce que je suis associé et je fais l'objet d'une exclusion. Ça veut dire que la société ou mes co-associés vont racheter mes actions ou que je vais peut-être devoir les vendre à des personnes qu'ils vont me désigner. Et à ce moment-là, j'ai peut-être envie de dire que mes actions valent très cher. En tous les cas, de ne pas être d'accord avec le prix qu'on me propose. Et vous le savez, pour former une vente, il y a une règle importante, c'est qu'il faut un accord du vendeur et de l'acheteur sur le prix. Bon. Pour éviter les situations de blocage, on a un mécanisme qui est cette fameuse expertise de l'article 1843-4 du Code civil. Ça veut dire que les parties vont désigner un expert qui va dire quel est le prix de cession. Et si les parties ne se mettent pas d'accord, c'est le juge qui désignera cet expert. Bien. Cet expert, pendant assez longtemps, la jurisprudence française considérait que cet expert était libre dans son évaluation, c'est-à-dire que même si les parties avaient prévu des méthodes d'évaluation, des méthodes de valorisation dans leur statut ou par une autre convention, eh bien si l'expert intervenait, alors l'expert était libre de déterminer le prix, ce qui pouvait provoquer des surprises pour les parties, et ça fragilisait, on va encore parler anglais, les clauses dites good liver, bad liver, puisque les parties pouvaient avoir envisagé que dans telle ou telle situation, le prix serait surévalué ou sous-évalué.
Et donc, au mois de juillet 2014, une ordonnance est intervenue qui est venue modifier cet article 1843-4 pour dire que l'expert devait respecter les méthodes de valorisation prévues par les parties. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans ta pratique, donc pratique américaine, une détermination du prix par un expert. Alors, on essaye toujours de se mettre d'accord au préalable entre l'acheteur et le vendeur pour exclure une intervention d'un juge parce que c'est une partie externe qui n'a pas connaissance des intentions, de l'intention des parties au moment où ils forment le contrat. Et donc, de façon générale, aux États-Unis, on va essayer de prévoir et de dire dans le contrat, plutôt que de se référer après au risque que représente l'intervention d'un juge dans un deal, qui est un deal entre businessmen ou businesswomen, et ils ont très souvent l'impression, et je pense qu'ils ont raison, que le juge, lui, ne fait pas partie de l'industrie, ne peut pas vraiment intervenir. Juge ou expert, bien entendu, mais on ne peut pas éviter ce type de clause dans les pactes d'actionnaires, par exemple, les shareholders agreements. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent des contrats qui durent vraiment dans le temps. La société peut changer de tout au tout. On voit d'ailleurs des sociétés qui se désinvestissent d'une activité pour se plonger dans une autre. Donc on a des bases de valorisation qui changent. Et donc il faut bien prévoir qu'on ne peut pas tout prévoir. Et donc se référer dans un pacte d'actionnaires, un shareholders agreement qui dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, à une méthode de valorisation d'aujourd'hui n'a pas vraiment de sens. Donc il faut se référer à une personne externe et donc il existe effectivement des déterminations de prix qui sont faites par des experts. Alors généralement, on va aller chercher plutôt les très grands cabinets comptables multinationaux parce qu'ils ont des services qui s'occupent de ça. Et donc une plus grande confiance au jour de la signature dans le résultat final de la valorisation de ce qu'on appelle souvent le fair market value d'une société. D'accord. Alors c'est vrai qu'on a quand même un problème si on veut prévoir des clauses où on prévoit précisément un prix qui va être surévalué par rapport à la valeur réelle ou au contraire sous-évalué. Ces clauses que j'évoquais, good liver, bad liver, l'idée c'est que si par exemple le vendeur n'a pas respecté telle ou telle condition, il s'était engagé à rester, il est salarié, s'était engagé à rester dans l'entreprise pendant un certain temps, il ne le fait pas, s'il part avant le terme convenu, il peut partir, mais on lui rachètera ses parts ou ses actions à un prix inférieur. Et donc si l'expert qui intervient retient le juste prix, on est embêté parce que du coup, peut-être que les avantages qu'il avait obtenus en contrepartie de cette clause deviennent injustifiés. Donc, je crois que c'est une bonne chose que l'ordonnance du 31 juillet 2014 pour le droit français ait rappelé que l'expert devait respecter les méthodes prévues par les parties. Alors, ça, c'était une des questions que vous aviez posées, mais William, tu as parlé de pacte d'actionnaires et c'est notre deuxième thème, donc on va maintenant l'aborder. Parlons effectivement des pactes d'actionnaires que tu as appelés les Shareholders Agreement, parce que effectivement, le pacte d'actionnaires, vous le savez, c'est un accord entre tous les actionnaires ou certains des actionnaires d'une société. Les clauses les plus usuelles que tu vois dans des pactes, c'est quoi, William ? Alors, il y a une série de clauses qui ont trait à l'opérationnel de la société, c'est-à-dire qui décide quoi dans la vie de la société. Faut-il que tous les membres du conseil d'administration qui représentent un actionnaire en particulier participent à la décision? Est-ce que l'un a un droit de veto? Tout ça sont des thématiques opérationnelles qui font l'objet de discussions très intenses et de beaucoup de détails dans un contrat de pacte d'actionnaires, un shareholders agreement. Ensuite, il y a les opérations sur capital qui prennent aussi une grande place dans les shareholders agreements. Et là, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement
souvent pour l'actionnaire minoritaire d'avoir une certitude qui peut sortir de la société à un prix intéressant. Parce qu'aux États-Unis, il y a très peu de protection des actionnaires minoritaires, de sorte qu'un actionnaire qui reste dans une société, signe un pacte d'actionnaires mais n'a que 10%, n'aura, à défaut de disposition dans le pacte d'actionnaires, aucun droit de fait dans la société. Ça veut dire que si tu as 90% et moi 10%, en réalité, mes droits valent assez peu parce que c'est toi qui prends toutes les décisions. Et si tu voulais vendre tes 90% à un tiers, eh bien, moi, je ne serais qu'à la merci, finalement, de ce tiers qui arriverait. Et donc, on a des clauses qui vont permettre de me protéger, moi, minoritaire. Alors, ces clauses, on leur donne des noms... là encore, anglo-saxon, et je pense aux clauses de tag-along. Qu'est-ce que ça permet, une clause de tag-along? Alors, la clause de tag-along, c'est la possibilité pour le minoritaire de s'accrocher, de s'accrocher à une vente réalisée ou conclue par l'actionnaire majoritaire au même prix, aux mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il ne participe pas. Le minoritaire ne participe pas aux négociations de vente, mais une fois que la vente est conclue, qu'il y a un contrat, il a le droit d'y accrocher son crochet et d'aller avec, donc tag along, et qui se distingue des autres voilà, donc quand tu quittes la société, voilà, je m'accroche à toi. Exactement. Et j'arrive à obtenir que je peux vendre mes titres, du coup. C'est ça l'utilité de cette clause. J'arrive à vendre mes titres au même prix que ce que toi, tu as pu négocier. Tu as des clauses qui, pour le coup, contraignent le minoritaire, clause de drag along, donc on peut me tirer hors de la société. Tu as trouvé un acquéreur, mais l'acquéreur ne veut pas acheter que tes 90%, il préfère acheter 100%, et donc ça peut me contraindre à vendre mes 10%, et donc vraisemblablement au même prix que celui auquel toi tu vends tes 90%. Exactement. Les acheteurs, généralement, même si les protections des minoritaires sont assez faibles dans la plupart des États aux États-Unis, les acheteurs préfèrent quand même ne pas être parasités, entre guillemets, par des minoritaires. Et donc, quand ils s'intéressent à une société, qu'ils veulent la racheter, ils vont vouloir racheter 100% du capital. Et donc, s'ils négocient avec quelqu'un qui a 90, il reste à prendre 10% et ils n'ont pas envie de diviser la transaction en deux négociations différentes, et donc le drag along. Voilà, parce que le minoritaire, on peut le voir comme quelqu'un qui a très peu de pouvoir et qui n'est là que pour subir ce que décide le majoritaire, mais on peut aussi imaginer un minoritaire très offensif et qui va contester en justice les décisions prises par le majoritaire et faire en sorte que finalement la vie du minoritaire ne soit pas aussi heureuse qu'il pouvait l'imaginer. Oui, ça c'est la technique de l'empoisonnement, c'est-à-dire que les minoritaires qui sont pas contents n'ont pas de droits, ont des droits qui sont très faibles, mais ce qu'ils vont faire, c'est devenir insupportables au point où le majoritaire va se dire autant racheter parce que j'en ai assez de devoir gérer ce minoritaire. D'accord. Bon, c'est vraiment intéressant ces questions de pacte d'actionnaires parce que ce sont ces clauses que l'on met dans les pactes et c'est intéressant de voir la manière dont tu les as décrites, ces clauses principales, parce que clauses relatives à la direction, clauses relatives aux cessions. C'est important de savoir si nous sommes deux actionnaires, c'est important de savoir, imaginons que nous ayons 30% chacun, à nous deux, nous pouvons contrôler la société parce que nous avons la majorité en assemblée, nous pouvons faire nommer les dirigeants et c'est intéressant que nous nous soyons entendus là-dessus et que nous sachions à l'avance finalement dans quel sens nous allons voter. Plutôt que d'arriver aux assemblées pour découvrir que, ah tiens, j'espère que William va voter dans le même sens que moi, je ne sais pas ce qu'il pense. Là, l'idée, c'est qu'on se rencontre avant l'assemblée, et le jour où nous arrivons, il y a peut-être d'ailleurs un seul d'entre nous seulement qui se présente, et il vient voter pour tous les deux, donc on a ce bloc majoritaire. Et donc c'est important aussi d'avoir une clause qui prévoit que si moi je veux vendre mes 30% ou si toi tu veux vendre tes 30%, prioritairement c'est à l'autre
que les 30% seront vendus pour éviter que je découvre que finalement tu as vendu à quelqu'un d'autre et je n'ai plus que 30% et je suis devenu minoritaire sans m'en rendre compte. Je n'exerce plus avec toi le contrôle de la société. Donc ça, c'est vraiment des clauses qui sont importantes dans les pactes. Tu as dit une chose qui est très importante aussi, c'est le fait que les pactes, et c'est juste avant quand nous parlions de la détermination du prix par expert, le fait que dans les pactes, il y a cette question, enfin, il y a une question de durée. Ce sont des contrats qui vont durer très longtemps parce qu'ils se calent sur la vie de la société qui dure elle-même potentiellement très longtemps. Vous savez, 99 ans maximum est renouvelable. Et donc oui, parmi les questions que vous posez, il y en a une qui est intéressante. Notamment, le pacte d'actionnaires est-il un acte civil ou de commerce? Quelle est la juridiction compétente en cas de violation? Aujourd'hui, alors, vous avez une règle qui est que la convention qui est relative au contrôle d'une société commerciale et au maintien ou au transfert du contrôle d'une société commerciale est un acte de commerce. Et vous avez une autre règle. Si c'est une société commerciale, il peut y avoir des pactes pour les sociétés civiles d'ailleurs, et une autre règle de compétence qui est que les litiges relatifs à une société commerciale sont de la compétence du tribunal de commerce, donc même un pacte qui ne transférerait pas ou ne permettrait pas de conserver le contrôle d'une société commerciale relèverait de la compétence de la juridiction commerciale. Mais ces pactes, donc nous parlions de leur durée, et c'est vrai qu'il y a en pratique des phénomènes qui sont parfois difficiles à suivre, comme le fait qu'un pacte peut durer des dizaines d'années et avoir finalement un nombre de versions successives très difficiles à suivre, avec des versions qui ont été signées par tous, et puis une nouvelle version qui est envoyée aux uns et aux autres, mais tout le monde ne signe pas, et au bout d'un moment, on ne sait plus quelle est la bonne version du pacte qu'il faut appliquer. Donc c'est une convention qui a en pratique une grande importance. Dans le cadre de ce MOOC, nous avons parlé d'une société qui est la société par action simplifiée, société qui visait à faire, avait-on dit, remonter dans les statuts les clauses qu'on trouvait dans les pactes, mais société qui n'a pas fait disparaître les pactes d'actionnaires. Alors d'ailleurs, j'ai envie de te poser la question, en droit français, tu sais, on a quand même beaucoup de types de sociétés. En droit américain, je crois qu'on a moins cette espèce de bestiaire des sociétés. Il y a peut-être moins de types de sociétés. Je crois qu'il y a plutôt des grandes formes de sociétés. Et puis, il y a aussi cette distinction. Pour nous, tout est société. Une SARL, c'est une société au même titre qu'une société anonyme, alors avec des régimes distincts. Alors qu'aux États-Unis, il y a une distinction, comme en Angleterre d'ailleurs, une distinction qui est plus marquée entre deux grandes familles. Alors, il y a deux. Alors, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis en particulier, le droit des sociétés est un droit étatique. Donc, chaque État a sa législation. Celle qui est souvent citée en référence est celle du Delaware, qui n'est pas un grand État, c'est d'ailleurs un des plus petits, qui se retrouve quelque part entre le Maryland et le New Jersey. Donc ça, il ne faut pas oublier qu'il y a autant de droits des sociétés que d'États, et donc autant de possibilités, de formes différentes de sociétés. Mais il y en a deux qui se distinguent, le corporation et le Limited Liability Company, qui est le LLC. Le LLC, pour moi, c'est l'équivalent de la SAS. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi une remontée du pacte d'actionnaires dans la société. Et d'ailleurs, on incorpore le LLC avec un statut qui est des statuts qui sont vraiment très simplifiés. Et on a ce qu'on appelle soit un LLC agreement, soit un operating agreement, qui dans les faits est vraiment un contrat de pacte d'actionnaires. La distinction peut se faire sur la simplicité de la société, parce que la LLC est très simple à gérer. La corporation peut être plus compliquée. Puis il y a d'autres facteurs, notamment fiscaux, puisque la LLC peut être transparente fiscalement, tandis que dans la plupart des cas, la corporation ne peut pas l'être, sauf s'il y a un nombre réduit d'actionnaires.
en droit boursier, on ne peut pas avoir une LLC, sauf à avoir des règles très particulières qui ressemblent plus au partnership, mais ça c'est plutôt du détail. Mais l'idée c'est que pour une société en bourse, il faut que ce soit une corporation. D'accord. Donc on va retrouver, je crois, dans tous les droits finalement, des questions qui sont de savoir est-ce que l'on met les clauses relatives aux relations entre actionnaires dans les statuts ou est-ce qu'on les conserve dans des contrats annexes. J'imagine qu'il y a aussi dans les droits américains l'enjeu de savoir si on permet aux tiers de savoir quelles sont nos relations entre actionnaires, ou si on a mis cela dans un pacte qui est plus discret, mais qui du coup, alors je ne sais pas si c'est la même chose qu'en droit français, mais en droit français, il sera plus facile de faire exécuter une clause des statuts que de faire exécuter un pacte d'actionnaires. C'était d'ailleurs, si vous vous en rappelez, un des avantages de la SAS, c'est que dans la SAS, il est prévu par un texte spécifique, c'est l'article L227-15 du Code de commerce, que les cessions faites en violation des clauses des statuts sont nulles. Alors qu'il est beaucoup plus difficile d'obtenir l'annulation d'une cession qui serait faite en violation d'une simple clause de pacte. Voilà, donc sur les pactes d'actionnaires, c'est un thème qui est toujours intéressant, toujours riche, parce qu'on est tenté de mettre des clauses assez élaborées. Le principe, c'est que, et là je pense que le droit français et le droit américain disent la même chose, comme c'est un contrat, on peut y mettre en principe ce que l'on veut. Mais après se pose la question de savoir comment exécuter ce contrat et comment obtenir l'exécution forcée de ce contrat lorsque l'une des parties ne va pas accepter de donner effet à la clause. On reprend notre exemple de tout à l'heure. Nous sommes deux actionnaires, nous nous sommes engagés chacun à 30%, nous sommes engagés à nous vendre chacun l'un à l'autre en priorité, mais le jour où quelqu'un vient me proposer le double ou le triple de ce que je pourrais obtenir si je te revends mes actions, je vais peut-être me dire que quand même ce pacte, à bien y réfléchir, était-il vraiment contraignant? N'était-ce pas un simple engagement moral, un gentleman's agreement, qui fait que oui, normalement, c'est à toi que je proposais en priorité, mais finalement, c'était bien entendu, sauf offre économiquement incomparable. Enfin bon, on pourrait avoir ce type de discussion. Donc les pactes d'actionnaires, un thème important. Je vois que certains s'interrogent sur le point de savoir si je vais poser une de ces fameuses questions difficiles à William, mais nous lui avons déjà posé toutes sortes de questions et elles n'étaient pas faciles ce soir. Donc nous n'embêterons pas William comme nous avons pu embêter d'autres intervenants de ce MOOC, et je salue particulièrement notre chère Chantal Donzel qui nous suit de Moscou ce soir. Voilà. Donc, sur les pactes d'actionnaires, c'est l'essentiel de ce que nous voulions voir avec vous. Et nous abordons maintenant le troisième thème, qui est celui des groupes de sociétés. Alors, les groupes de sociétés, vous savez que nous avons en droit français cette notion qui n'est pas propre au droit français de personnalité morale. Quand on parle de legal entity dans les droits qui parlent anglais, comme le droit américain, c'est exactement la même chose, sauf que nous, avec ce concept de personnalité morale, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on parle de personnalité morale, puisque comme on a pu le dire assez justement, ce ne sont pas des personnes et elles n'ont pas grand-chose à voir avec la morale, mais on parle donc de personnalité morale, vous le savez, pour désigner la personnalité juridique des entités qui ne sont pas des personnes physiques. Et donc, dans un groupe de sociétés, vous le savez, les différentes sociétés, la société mère, les sociétés filiales, ont chacune leur propre personnalité. C'est le genre de question que je veux absolument te poser en profitant de ta présence, William. Est-ce que l'on retrouve ce type d'organisation aux États-Unis ? Non, une société est définie par son périmètre juridique. On ne va pas aller au-delà. Elle a des actionnaires. Il ne faut pas oublier qu'en droit américain, le management n'est tenu qu'à l'intérêt des actionnaires et ça s'arrête là. Il n'y a strictement aucune considération de ce qui se trouve au-delà du périmètre de la société. Et puis au sein de la société, on ne recherchera que l'intérêt des actionnaires. Et d'ailleurs, les décisions qui sont faites autrement
que dans le meilleur intérêt des actionnaires, généralement, sont des sources de responsabilité du management. D'accord, donc si je suis dirigeant d'une société dont tu es actionnaire aux États-Unis, et je vais décider d'une action pour améliorer, imaginons par exemple que je ne fais plus rouler les véhicules les plus polluants de la société. La loi ne me l'impose pas, mais je décide, parce que j'ai une préoccupation environnementale, je décide de ne pas faire rouler les camions les plus polluants de la société, ce qui réduit son activité, ce qui lui cause un préjudice, un manque à gagner, peut-être que des clients se plaignent parce qu'ils ne sont pas livrés à temps en plus. Et ce type de décision, alors on se dit que ce n'est pas économiquement la meilleure décision, mais on se dit que c'est peut-être bon pour l'intérêt général, au-delà de l'intérêt de la seule société. Alors, je ne crois pas qu'on ait en droit français beaucoup d'exemples en jurisprudence de ce type de situation, mais ton réflexe en tant que juriste de droit américain, ça serait de dire quoi? Que c'est une faute des dirigeants? Pas nécessairement, parce que précisément, le dirigeant peut aussi présenter la décision de façon à convaincre les actionnaires. C'est-à-dire qu'il peut dire, c'est dans notre intérêt, c'est dans votre intérêt actionnaire d'avoir une société qui a une image propre, environnementale. Et alors on rejoint le concept de Business Judgment Rule qui est très important dans la responsabilité du management et des membres du conseil d'administration, les directors, qui est qu'on doit toujours, quand on évalue une décision du management ou du board, il va toujours falloir se reporter au moment où la décision a été prise. Et à ce moment-là, deux choses importent. Est-ce que le management s'est suffisamment informé des éléments qui constituent sa décision? Première question. Deuxième question, est-ce qu'ils ont agi avec loyauté envers la société? Et ça, une fois que ça s'est prouvé, le management est protégé par ce concept de Business Judgment Rule. Donc ils font un jugement en tant que capitaine d'industrie, de membres de la communauté des affaires à un moment donné, et il faut les protéger parce que si on ne protège pas les dirigeants, ils vont avoir peur de prendre des décisions, et quand on a peur, on prend des mauvaises décisions. Et donc c'est vraiment un concept qui protège le management, mais qui de fait est un concept qui aide les actionnaires parce que les décisions prises sont bonnes. D'accord. Donc il faudrait, et ça me semble un conseil qui vaudrait aussi pour le droit français, avant de prendre ce type de décision audacieuse, se tourner vers les actionnaires pour leur demander leurs sentiments. Oui, si on a peur de ces actionnaires, sinon on prend la décision et on avance. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que y a une question plus classique pour le droit français, c'est celle de savoir si, dans un groupe de sociétés, je peux utiliser les ressources d'une des sociétés du groupe pour financer une autre société du groupe qui serait en difficulté à un moment donné. Si on part de l'idée que ce sont des personnes morales distinctes avec un intérêt autonome, la réponse devrait être que je n'utilise les ressources d'une société que dans l'intérêt de cette société. Et si je venais à utiliser ces ressources pour rendre service à une autre société, alors je serais en train de commettre un abus de biens sociaux, c'est-à-dire une infraction pénale, et j'engagerai aussi ma responsabilité civile, puisque je serai en train, alors ce sera particulièrement le cas si je suis dirigeant des deux sociétés concernées, je suis en train d'utiliser donc les biens d'une société pour rendre service à une autre société. Et finalement, cette situation qui était assez contraignante parce que le dirigeant pouvait regretter amèrement d'avoir constitué plusieurs sociétés, puisque maintenant des ressources étaient entre guillemets prisonnières dans une société et ne pouvaient pas servir à sauver une autre société. Depuis un certain nombre d'années, la jurisprudence admet ce type d'utilisation en considérant que les juristes anglais appellent cela la Rosenblum Doctrine parce que c'est un arrêt qui porte ce nom qui avait retenu cette solution. Et donc, l'arrêt Rosenblum en 1985, l'idée, c'est que quand nous avons un groupe de sociétés, si certaines conditions sont remplies, et parmi les conditions les plus importantes, il y a la présence d'une contrepartie,
et l'absence de risque excessif, une société peut prêter de l'argent, c'est le crédit intragroupe, une société peut prêter de l'argent à une autre société du groupe, mais il faut notamment vérifier qu'il y a une contrepartie, c'est-à-dire notamment qu'il y a le versement d'un intérêt qui est prévu pour la société qui prête. C'est des problématiques que l'on rencontre aussi, j'imagine, en droit américain, de savoir si on peut utiliser le groupe comme une seule entreprise ou s'il faut garder en tête que ce sont des entités distinctes. Je pense que dans la pratique, on va aussi trouver des cash pooling agreements qui sont des contrats entre, comme tu disais, les conventions de trésorerie. Exactement. Voilà. Le droit américain va plutôt, enfin le droit des différents États américains va plutôt regarder si chacun des constituants du groupe prend une décision qui est autonome, quels que soient les membres du board, qui peuvent être tous les mêmes d'ailleurs, mais que chaque décision peut être analysée comme une décision autonome et bien documentée de chaque société. Dans ce cadre-là, dans le cadre d'un groupe, n'oublions pas que le seul devoir du management et du board est envers les actionnaires. Et dans un groupe, bien entendu, on va toujours remonter à l'intérêt de l'actionnaire ultime, qui est la société mère du groupe. D'accord. Donc moins de problèmes, je dirais. D'accord, oui, peut-être moins de problèmes. Et il n'y a pas d'abus de bien social aux États-Unis. Ah bon, le dirigeant peut utiliser il n'y a pas d'infraction pénale pour le dirigeant? Il y aura en tout cas une infraction, il y aura plus que probablement généralement ça se matérialise par une violation des règles de conflit d'intérêts, conflict of interest, qui sont largement réglementées dans les droits des États américains et certainement du Delaware, qui oblige par exemple le dirigeant à se retirer des décisions qui concernent une société dans laquelle il est également. Voilà. Non, c'est très intéressant. Ça aussi, c'est vrai que l'abus de biens sociaux, c'est une manière d'appréhender le conflit d'intérêts, mais de l'appréhender avec une sanction pénale à la clé. Voilà, c'est assez typique de la différence entre la France et les États-Unis. En France, aux États-Unis, on va se référer à l'intérêt économique des actionnaires. Si personne n'a rien à dire, eh bien, l'affaire passe. Si des actionnaires ne sont pas contents, eh bien, ils pourront agir contre le management pour violation de la loi et violation certainement des statuts. D'accord, c'est vrai que la notion d'intérêt social qui est retenue en France est différente parce qu'on ne peut pas la ramener seulement aux actionnaires. On se demande d'ailleurs souvent à quoi est-ce qu'on peut la ramener précisément. Enfin, ou plutôt on sait que c'est un intérêt qui est plus complexe parce que c'est les actionnaires, mais aussi les créanciers, mais aussi l'intérêt général, l'entreprise et ses salariés. Et parfois, on peut se dire que le juge va utiliser tel ou tel intérêt, enfin va avoir plus en tête tel ou tel intérêt. Et c'est important. Enfin, on voit quand même dans le délit d'abus de biens sociaux, il faut quand même se rappeler que, en dépit de cet aspect complexe et malléable de l'intérêt social, dans le délit d'abus de biens sociaux, on est en présence d'un dirigeant qui a utilisé dans son intérêt personnel ou pour favoriser une société qu'il dirige les biens de la société de manière contraire à l'intérêt social. Donc il faut quand même se rassurer ici sur le droit français. On voit assez nettement où est l'abus de biens sociaux et où n'est pas l'abus de biens sociaux. Mais c'est vrai que pour le groupe de sociétés, on avait quand même une difficulté parce que c'était plusieurs personnes morales distinctes, donc plusieurs intérêts sociaux distincts, mais en même temps, c'était une entreprise économique commune que le groupe de sociétés. Donc cette jurisprudence Rosenblum est quand même venue poser, un peu à l'américaine d'ailleurs, des critères assez précis pour rassurer et pour identifier quand l'on est ou quand l'on n'est pas dans un abus de biens sociaux en présence d'un groupe. Voilà. Les États-Unis est un vrai pays capitaliste, en ce sens que on va toujours se référer à l'intérêt économique de ceux qui ont apporté le capital à la société, et c'est ça le critère. On n'est pas, entre guillemets, parasité par des critères sociaux, des considérations sociales ou des considérations morales. Oui, les guillemets sont importants. Je n'en ai pas utilisé. Si, j'ai bien vu passer des guillemets. Bien, donc le groupe de société, thème important. Je termine par quelques mots encore sur
les aspects de concurrence entre les sociétés du groupe. Là aussi, c'est une question qui vous a souvent fait poser vous-même des questions sur le forum du MOOC Sorbonne Droit des entreprises. Est-ce que les sociétés d'un même groupe peuvent se faire concurrence les unes aux autres? C'est vrai qu'elles sont dans un même groupe, mais elles n'ont pas forcément les mêmes actionnaires ou tous les mêmes actionnaires. Et on pourrait avoir des situations dans lesquelles il y a concurrence entre plusieurs filiales d'un même groupe. Et cela n'est pas interdit. À la rigueur, on aurait même envie de dire qu'il faut que les sociétés se fassent librement concurrence. Peu importe leur actionnaire commun, elles sont des entités légales distinctes. Alors nous avons vu pas mal de choses ce soir, donc cession de parts et d'actions, pacte d'actionnaires, groupe de sociétés, et nous abordons maintenant, dernière étape de notre séance en direct, notre cas pratique qui s'appelait MOOC My Day. Donc, notre cas pratique était particulier puisque vous avez vu passer certains des intervenants de ce MOOC qui étaient réunis au sein d'une société, la fameuse société anonyme MOOC My Day. Je suis désolé de la qualité assez basse des jeux de mots qui peuplent les cas pratiques de ce MOOC. Voilà, je ne ferai pas l'injure à William de lui demander à quoi il est fait référence, mais il n'y a pas d'intervention de Clint Eastwood dans ce cas pratique. L'inspecteur Harry n'est pas là. Donc voilà, pour petite référence pour les passionnés de cinéma. Et donc, dans ce cas pratique, vous aviez un certain nombre de questions. L'énoncé est volontairement, là encore, assez riche pour que vous puissiez vous demander de quoi il est question exactement et que vous soyez troublé par les différents fonds ou sociétés qui interviennent. Il y a une notion qui est une notion générale du droit et qui est en filigrane dans ce cas pratique. Je vous l'indique parce qu'elle vous aidera à résoudre ce cas pratique, c'est la notion de fraude. La notion de fraude, c'est quelque chose que l'on utilise en droit lorsque l'on est en présence d'un contrat ou d'une loi qui n'est pas violée directement, mais qui est contournée par une manœuvre, et le juge peut parvenir à combattre cette manœuvre en recourant à la notion de fraude. Donc pour le moment, je me contente de vous l'indiquer, et je vous retrouverai dans les échanges autour de ce cas pratique. Je suis ému parce que ce sont les dernières minutes de la dernière séance vidéo en direct de ce cas pratique. Si l'on additionne sur les deux sessions, vous avez été quasiment 20 000 à nous suivre, 19 000, pas loin de 20 000 à nous suivre pour ce cas pratique. C'est vraiment, je l'ai déjà dit, mais cette formule me plaît, le plus grand amphi de France, ou l'un des plus grands amphis de France, puisque nous ne sommes pas bien sûr le seul MOOC, mais comme amphithéâtre d'étudiants en droit, vous êtes le plus grand amphi de France et vous êtes un amphi particulièrement réceptif avec lequel échanger est un véritable plaisir, je le dis sans hypocrisie. Sur chaque cas pratique, c'est vraiment intéressant de voir comment avec votre profil qui est pour certains de praticiens du droit, pour d'autres d'entrepreneurs, pour d'autres d'étudiants, que vous soyez français ou que vous ne soyez pas français, avec une approche qui est souvent différente. C'est très intéressant de voir la manière dont vous appréhendez le droit des entreprises, et je suis ravi que nous ayons eu des invités dans le cadre de ces deux sessions qui sont venus, comme William, nous donner un point de vue différent et un point de vue passionnant. Et donc c'est sur ces mots que je remercie William. Je t'en prie. Et que je vous remercie et je vous dis à bientôt pour peut-être la 3e session de notre MOOC Sorbonne Droit des entreprises. À bientôt.